Dans cette vidéo, je vais expliquer en détail comment les médicaments contre le TDAH fonctionnent. Il s'agit peut-être d'une des vidéos les plus complexes de cette section sur les traitements. Et pour m'aider à mieux expliquer, je vais utiliser quelques diagrammes. Je me concentrerai ici sur les 4 principaux médicaments contre le TDAH, le méthylphénidate, les amphétamines, incluant la lisdexamphétamine, l'atomoxétine, la guanfacine et la clonidine. Avant d'entrer dans les détails de chaque médicament, il est utile de réfléchir à l'action de ces médicaments. Nous avons vu dans un autre module que plusieurs circuits cérébraux importants sont impliqués dans le TDAH. Il s'agit notamment des réseaux de contrôle exécutif, des réseaux de récompense, des réseaux cortico-cérébelleux et du réseau d'alerte. Une grande partie de la neurotransmission générale à travers ces réseaux est médiée par le neurotransmetteur excitateur glutamate et le neurotransmetteur inhibiteur GABA. Cependant, l'activité de ces circuits est fortement modulée par les effets de la dopamine et de la noradrénaline. Tous les médicaments contre le TDAH que nous envisageons ont un effet sur la noradrénaline et les stimulants et l'atomoxétine ont également des effets importants sur la dopamine, en particulier dans le cortex préfrontal dont nous savons qu'il est au centre de plusieurs circuits impliqués dans le TDAH. La suractivité et la sous-activité de la dopamine et de la noradrénaline entraînent une neurotransmission inefficace dans ces circuits et ont été associés à des performances médiocres dans toute une série de tâches cognitives également connues pour être affectées dans le TDAH. C'est ce que l'on appelle la courbe en U inversée. Dans le cas du TDAH, la théorie dit que la dopamine et la noradrénaline sont trop peu disponibles et l'on suppose que les médicaments contre le TDAH inversent ce déficit en augmentant la neurotransmission dopaminergique et noradrénergique. Alors que les effets finaux d'une dopamine et d'une noradrénaline optimale, c'est-à-dire l'optimisation de la neurotransmission dans les circuits sur lesquels elles agissent, sont similaires, elles y parviennent par des mécanismes neurochimiques opposés. La dopamine est responsable de la modulation du signal transmis par les neurones postsynaptiques. Des niveaux optimaux de dopamine optimisent le signal. La noradrénaline, quant à elle, réduit la quantité de bruit dans le système. Les niveaux optimaux de noradrénaline réduisent le bruit au minimum. Les médicaments contre le TDAH agissent au niveau des épines dendritiques, sur les dendrites des neurones corticaux, où ils modulent les informations transmises par les neurones présynaptiques et ainsi modulent la transmission ou non d'un signal au neurone suivant dans le circuit. Pour la majeure partie du reste de mon exposé, nous allons nous concentrer sur la région encerclée en rouge au centre du diagramme. Comme nous l'avons déjà suggéré en agrandissant cette zone et en l'examinant en détail, nous constatons que les actions de la dopamine et de la noradrénaline sur le neurone postsynaptique sont opposées et complémentaires. La dopamine, représentée sur le côté droit du diagramme, active l'AMP cyclique, ce qui entraîne l'ouverture des canaux HCN.
L'ouverture de ces canaux agit un peu comme l'ouverture de la sortie d'un évier et réduit ainsi le bruit entrant dans le neurone postsynaptique. La noradrénaline, représentée à gauche, réduit l'AMP cyclique et ferme le canal HCN. Ainsi, elle rebouche l'évier, ce qui augmente la quantité de signal et la probabilité qu'une impulsion soit envoyée le long de l'axone. Comme nous l'avons déjà mentionné, c'est par leur action sur la dopamine et la noradrénaline que les différents médicaments contre le TDAH influencent la neurotransmission dans les différents circuits impliqués dans le TDAH. Commençons par discuter du méthylphénidate. Il est représenté ici par les diamants colorés dans le diagramme. Si vous regardez en haut à droite, vous verrez que le méthylphénidate se lie au transporteur présynaptique de la dopamine. Cela bloque son action, qui consiste à faire remonter la dopamine dans le neurone présynaptique. Ce blocage du transporteur entraîne une augmentation de la dopamine dans l'espace extraneuronal et une stimulation accrue des récepteurs de dopamine 1 au niveau postsynaptique. Cela ouvre le canal HCN, ce qui réduit la quantité de bruit entrant dans le système. Il est important de noter que si vous vous concentrez sur la partie supérieure gauche du diagramme, vous verrez que le méthylphénidate, toujours représenté par les diamants, se lie aussi au transporteur de la noradrénaline. Cela signifie qu'il bloque la recapture de la noradrénaline et augmente la quantité de noradrénaline disponible, fermant ainsi le canal et augmentant le signal provenant des neurones entrants. Il y a un autre aspect à prendre en compte dans cette histoire. Certaines régions du cerveau, dont le cortex préfrontal, comptent très peu de transporteurs de dopamine. Cela signifie que la plupart de la dopamine dans ces régions est en fait récupérée par le transporteur de noradrénaline. En résumé, en bloquant les transporteurs, le méthylphénidate augmente les niveaux de dopamine et de noradrénaline, ce qui a pour effet d'augmenter le signal, de réduire le bruit et d'accroître l'efficacité de la neurotransmission dans toute une grande série de circuits neuronaux clés. Les amphétamines, qui sont représentées par les pentagones verts, provoquent toutes les mêmes actions que celles du méthylphénidate. Cependant, elles ont un autre atout dans leur manche. Les amphétamines sont de petites molécules qui sont donc aussi introduites dans le neurone dopaminergique présynaptique par le transporteur de dopamine, comme indiqué en haut à droite du diagramme. Mais remarquez qu'elles ne sont pas transportées par le transporteur noradrénergique. Une fois dans le neurone dopaminergique, elles stimulent directement la libération de dopamine dans l'espace extraneuronal, ce qui augmente encore la quantité de dopamine disponible et réduit le bruit. Ces différences ne rendent pas nécessairement les amphétamines meilleures que le méthylphénidate, mais elles soulignent qu'en dépit de leur similitude, les différents médicaments diffèrent sur plusieurs points essentiels et nous aident à comprendre pourquoi certaines personnes réagissent différemment à chacune d'entre elles. Voilà pour les stimulants. Comme je l'ai dit en introduction à cette vidéo, il s'agit d'une section dense et complexe. Nous avons donc décidé de séparer la vidéo en deux parties. Je discuterai dans la prochaine vidéo des non-stimulants. Je vous suggère de regarder très prochainement la prochaine vidéo, de sorte que vous ayez encore en tête tout ce que vous avez appris dans celle-ci.